Bonjour à tous et bienvenue dans ce top 10 des meilleurs films de 2020. Voilà un top qui arrive assez tard, non pas que j'ai fait une grosse session de rattrapage, mais plutôt que j'ai mis du temps à me décider si je le faisais ou pas ce top, parce que 2020 a été une année, je sais pas si vous l'avez remarqué, un tout petit peu particulière, et je me suis un peu détaché des sorties actuelles pour regarder plein de vieux films, et donc finalement je n'ai pas vu grand chose qui est sorti en 2020, même si évidemment il n'y a pas eu autant de choses que les autres années, donc c'est un peu normal, mais voilà, j'ai raté plein de grands films cette année. J'ai pas vu le dernier David Fincher, par exemple, sur Netflix. Je me suis un peu tenu à l'écart des sorties. Mais j'ai quand même vu 10 films qui méritent d'être dans mon top. Et bon, voilà, à force de réflexion, je me suis dit, allez, je vais quand même fournir un top 10 pour perpétuer cette tradition. Je sais pas s'il y aura un flop 10, parce qu'honnêtement, je me suis je me suis intéressé aux bons films ou les films que les gens me recommandaient, autant les grosses purges, j'avoue que je me suis pas précipité dessus. Donc j'ai 10 bons films à citer, j'aurais probablement pas 10 mauvais films de cette année à citer. Voilà, c'était pour un peu me mettre à niveau et vous expliquer la démarche de Stop. Donc on va pas tergiverser plus longtemps, on va rentrer tout de suite dans ce fameux top 10. Il est évidemment totalement subjectif, hein, c'est mon impression sur ces films-là. S'il y en a que vous aimez pas, dites-le moi, mais en vrai, c'est mon avis, ma manière de les avoir ressentis. Et on va commencer tout de suite par le numéro 10. Numéro 10, écoutez, c'est un film polonais qui s'appelle La Communion. Donc, La Communion, ça raconte l'histoire d'un mec qui sort de prison et qui doit aller bosser dans une menuiserie dans un petit village, et par une espèce de quiproquo, il se retrouve à devenir le prêtre du village. Et là, vous me dites, mais il y a déjà eu un film comme ça. Mais oui, avec Jean-Marie Bigard. Mais oui, le missionnaire. Tout à fait, il y a déjà eu un film qui a quasiment le même pitch avec Jean-Marie Bigard et le mec qui jouait dans Samantha Oops. Mais là, ça n'a rien à voir, c'est un film qui ne traite pas ça de manière totalement comique. C'est un film qui donc va exploiter ce concept-là d'avoir un espèce de pseudo-criminel qui va donc remplacer un prêtre pour faire une espèce d'étude sociale et un film... pas une chronique, j'aurais pas envie de dire ça. J'ai pas vraiment de terme pour ce type de film, mais je trouve qu'il est dans la grande lignée de ces films où on va étudier un petit espace, on va dire une communauté qui va vivre avec, qui va être changée par un quiproquo ou par un mensonge. Et je pense, le premier qui me vient en tête, c'est la Grande Séduction, le film québécois qui a été remaké en France, qui s'appelle Un village presque parfait, qui est beaucoup moins bien étrangement. Voilà, la Grande Séduction, qui est donc va étudier un village qui va essayer, qui va être métamorphosé par l'arrivée d'un docteur, en tout cas qui va vouloir se métamorphoser pour accueillir un docteur. Là, ça n'a rien à voir. C'est vrai que c'est plus comment on prend quelqu'un qui n'a absolument rien de religieux à la base. Là, c'est plus comment on prend quelqu'un qui n'aurait aucune raison d'être prêtre à la base, parce que c'est quelqu'un que la société devrait regarder de manière négative, et qui finalement va réussir à endosser ce rôle-là, et en sortant des clous, va réussir à proposer des solutions aux problèmes des habitants, et va leur offrir une perspective totalement différente de ce que l'église ronronnante proposait anciennement dans ce village. Donc ce mec qui débarque dans un village, en fait le village a été touché par un drame, il y a eu un accident de la route, et donc il y a eu des morts parmi la jeunesse, et le conducteur du camion qui a tué ces jeunes-là est considéré comme étant coupable de cet accident-là. Et donc voilà, lui il va arriver là, il va un peu intervenir dans cette situation de manière peu orthodoxe, justement, plutôt orthodoxe, mais qui n'est pas de la même manière que les personnes, enfin en tout cas le prêtre précédent. Il va apaiser tout ça, ou plutôt augmenter les tensions. C'est vraiment un film que je trouve très bien fait. Il y a une église qui est donc le lieu central du film, qui est filmé quasiment comme une salle de concert, parce que le gars il part dans des espèces de laïus pour justement dépeindre sa vision de la vie, essayer de prôner la tolérance ou même le rapport à Dieu. Et il a quelque chose d'ultra habité. C'est un vrai orateur né, ce jeune gars. Et c'est ça qui est assez dingo, en fait, c'est de se rendre compte que on n'est pas sur un rapport de morale, on est plus sur un rapport de charisme. Et c'est ça que les gens viennent rechercher, en fait, chez un prêtre dans ce film-là. Donc c'est un film que je trouve assez balisé. On voit le type de scénario que ça va être. On peut un peu deviner les étapes. Il n'y a rien de totalement innovant dans le film, mais c'est très bien fait. Il y a une image que je trouve assez belle, elle est très grisâtre, il y a un côté très brumeux perpétuellement, mais le comédien principal a des yeux très très bleus, et mine de rien, il y a un peu cette espèce de symbolique où il représente, son regard représente une forme de sagesse, ou en tout cas quasiment un aspect angélique, et c'est un peu ce qui va apporter à cette ville, qui est une ville qui est un tout petit peu rongée
par des mots qui sont, voilà, cette espèce de victimisation d'une personne en particulier, il y a de la corruption, il y a plein de petites choses comme ça, et lui, finalement, par son aspect quasi punk, il va un peu envoyer chier tous ces trucs établis pour venir un peu bouger tout ça. C'est un film qui montre totalement l'hypocrisie des gens, des religieux, tout en ne les tournant pas en dérision et en les traitant de manière, je trouve, assez juste. Enfin, en tout cas, pas assez juste, mais assez tendre. C'est-à-dire que c'est pas un film à charge contre une religion, c'est plus un film à charge contre l'institution que peut être l'Église et l'importance qu'elle peut avoir dans les petits villages et la manière dont ça peut être corrompu pour un peu se détourner de la base de ce qui est supposé être potentiellement la lecture de l'évangile. Je suis pas un grand religieux dans l'âme et je ne porte pas les religions dans mon cœur, donc je ne vais pas non plus m'aventurer vers ce terrain-là. En tout cas, voilà, un film polonais que j'ai trouvé très bien fait. Il y a un aspect un peu feel good parce qu'on est dans ce mec qui d'un coup endosse un rôle et qui pour le coup s'épanouit vraiment dans ce rôle-là, que j'ai trouvé très satisfaisant. Et j'ai trouvé les autres personnages très bien campés. Il y a vraiment une diversité dans ce que cette situation peut proposer. Et en vrai, je pense que c'était quand même mieux que le film avec Jean-Marie Bigard. C'était mieux que Le Missionnaire. Donc voilà, La Communion, il est 10e de mon top 2020. 9e, eh ben écoutez, je vais mettre Les 4 filles du Dr March de Greta Gerwig. Alors Les 4 filles du Dr March, j'en avais un souvenir traumatique durant mon enfance parce que c'était le film que ma sœur adorait et qui monopolisait la télé pour le regarder. Et quand elle le mettait, j'avais l'impression que c'était interminable, que c'était chiant. Je parle évidemment de la version des années 90 avec Winona Ryder. Et donc j'ai été voir ce film en me disant que j'allais potentiellement m'emmerder. Et en vrai, j'ai été totalement happé et embarqué dans cette histoire. Donc je trouve que Greta Gerwig, elle a réussi à faire quelque chose d'assez fort, qui est donc de réussir à tourner l'histoire de manière un peu plus dynamique que ce qu'elle n'est potentiellement, enfin ce qu'elle était racontée à la base, avec ces histoires de deux temporalités qui se répondent. Et même s'il y a des moments où j'étais un peu perdu parce que j'étais un peu fatigué ce jour-là, je dois l'avouer, j'ai réussi enfin ça a vraiment marché sur moi, cet aspect. Il y a un aspect très chaleureux parce qu'il y a des flashbacks qui sont très chaleureux et le présent est beaucoup plus froid et donc tu as toujours envie de revenir dans cette famille. J'ai pas pitché le film, le film c'est l'histoire des 4 filles du Dr March qui sont des filles d'un médecin qui est parti à la guerre de sécession, si je dis pas trop de conneries, et pendant ce temps-là elles vivotent et elles vont grandir et elles vont se marier, essayer de s'épanouir dans leur vocation. Voilà, enfin c'est la vie de ces 4 filles, il y en a une qui est malade. Et on va les suivre sur 2 époques, quasiment sur 15 ans ou 20 ans. C'est joué avec un casting assez dingue, hein, mine de rien, parce qu'il y a quand même qui? Il y a Emma Watson, il y a Saoirse Ronan, je sais pas comment elle s'appelle, mais j'aime bien l'appeler comme ça. Florence Pugh, voilà. Et la dame qui joue dans Star Wars et dans Jurassic Park et dans Twin Peaks. J'ai oublié son nom, voilà, mais vous me le direz dans les commentaires. J'oublie toujours un nom, c'est un peu ma marque de fabrique. Et donc voilà, il y a vraiment un aspect très chaleureux, un cocon familial qui est parfaitement retranscrit par la mise en scène. Il y a Timothée Chalamet aussi qui joue un personnage qui est assez important parce qu'il va être au cœur de tensions amoureuses et de rapports amoureux. Il y a aussi Louis Garrel qui fait un rôle assez important aussi dans le film. Voilà, donc c'est un film d'époque que je trouve la reconstitution, c'est ça qui est fort, c'est de réussir à faire un film d'époque dont je trouve la mise en scène très moderne, qui arrive justement à colporter cet aspect où j'avais l'impression de voir un épisode de la série Girls, mais transposé au 19e siècle. Et donc il y avait une vraie dichotomie entre filmer des gens de manière en époque, un côté un peu naphtalineux, qui est filmé avec une vraie modernité, et finalement il n'y avait pas d'anachronisme pour autant. C'est-à-dire que c'était pas quelque chose genre en mode chevalier, que je trouve très intéressant, hein, où on va filmer de manière rock'n'roll des chevaliers. Là, il y avait vraiment un projet qui était uniforme et qui arrivait à balancer les deux époques, notre époque actuelle et l'époque du récit, de manière très très harmonieuse. Il y a Meryl Streep aussi dedans, le casting est vraiment vraiment dingo. Voilà, donc ça c'était le truc principal. Et au-delà de ça, j'ai aussi remarqué, ou en tout cas j'ai été touché par, je trouve, une espèce d'approche de cette histoire très féminine, avec une espèce de tendresse et de compassion pour ces personnages féminins que j'avais quasiment pas vu dans beaucoup de films avant. C'est-à-dire qu'on sent que Greta Gerwig, c'est une réalisatrice qui a confiance en elle et qui fait des films qui sont pleinement conscients d'être des films, en fait, d'adopter un regard pleinement féminin, et c'est quelque chose de finalement assez rare, en fait, dans des grandes fresques comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu encore des centaines de réalisatrices qui ont pu se permettre de faire des fresques
de cet acabit-là, c'est-à-dire que là on traverse quasiment 20 ans de la vie de ces jeunes femmes, et donc d'avoir une écriture et un regard totalement féminin là-dessus, ça m'a apporté vraiment une nouveauté, en fait, dans la manière d'aborder les personnages, de les traiter, et il y a une vraie tendresse. Alors, je dis pas que la tendresse est féminine, c'est pas ce que j'essaie d'expliquer, mais en tout cas, elle arrive à avoir un regard sur ces personnages que je trouve un peu inédit, et qui m'a vraiment plu. Je trouve justement les séquences de séduction, en tout cas les amourettes, sont pas du tout nièvres, et sont finalement très touchantes. Les relations entre sœurs aussi, même quand il y a de la confrontation, il y a une espèce de raison et il n'y a pas un personnage qui est tout de suite antagonisé ou un autre qui est tout de suite qui est la source du conflit. C'est toujours un peu plus mesuré, et je pense pas que ce soit quelque chose de fondamentalement féminin, ce que je viens de décrire, mais en tout cas c'est ce qui m'a marqué avec cette histoire-là. Et en plus de tout ça, je trouve le personnage principal et sa quête et son parcours et sa volonté d'émancipation dans ce monde très guindé du 19e siècle américain. Voilà, on est vraiment en Nouvelle-Angleterre, dans ces trucs très religieux, où les choses sont très figées, la femme doit trouver un mari pour se marier, et cette volonté d'émancipation de ce monde-là par l'écriture, c'est un sujet que je trouve très intéressant et fascinant, et qui même me touche personnellement, et la manière dont c'était traité, c'était par moments très frontal dans les répliques qui veulent clairement dire quelque chose et essayer de remettre en compte cette espèce d'institution patriarcale très démodée, mais qui à l'époque faisait foi, et qui même aujourd'hui a encore des réminiscences, pour que le film est aussi très actuel. Et j'ai trouvé que ce parcours-là était finalement un très bon, pas pamphlet, mais en tout cas un très beau parcours militant, sans être quelque chose de totalement prosélytiste. Enfin voilà, c'est pas une espèce de charge contre qui que ce soit, mais la manière dont c'est fait est assez subtile, et je trouve fin pour faire que tu embrasses ces parcours-là et que tu réalises des choses en même temps que les personnages sur les conditions des femmes durant cette fresque-là. Donc c'était un film que j'ai trouvé qui m'a surpris, en fait. J'ai vraiment été agréablement surpris, je m'attendais pas du tout à apprécier ce film-là. Et ce qui est cocasse, c'est que j'ai été le voir avec ma femme, et ma femme, qui elle a lu le bouquin et aime beaucoup le film, l'ancien film, a pas du tout adhéré à la proposition. Donc je me suis senti vraiment un peu, voilà, c'était étrange d'être en décalage comme ça avec quelqu'un qui pourtant a adoré l'œuvre originelle. Mais je pense que voilà, ce jeu sur les différentes époques peut perturber, et je trouve la fin géniale. Il y a une vidéo de Patrick Echuelem qui l'explique très très bien, que cette fin, je la trouve vraiment formidable, parce que il y a aussi un rapport avec la fiction et la réalité qui est assez... Moi, c'est un sujet que j'aime énormément, le rapport trouble entre une fiction et une réalité dans une œuvre, et le film l'exploite parfaitement. Il nous propose une fin qui est assez audacieuse, et beaucoup plus riche qu'elle pourrait en avoir l'air. Donc voilà, Les 4 filles du Docteur March, 9ème. 8ème, alors 8ème, je pense que ça va être le film... 8ème, alors là on est sur un film dont personne n'aurait jamais pensé qu'il pouvait être dans un top 10. Écoutez, c'est un film Netflix, c'est Eurovision, le film avec Will Ferrell et Rachel McAdams, donc l'histoire d'Eurovision, Song of Fire and Ice, un truc comme ça. Écoutez, c'est donc l'histoire d'un couple, pas un couple, mais deux amis islandais qui rêvent de participer à l'Eurovision, donc Will Ferrell et Rachel McAdams. Will Ferrell, c'est un gars un peu excentrique, et Rachel McAdams, en fait, elle est follement amoureuse de lui, d'une certaine manière, et ils donnent tout ce qu'ils ont pour la ZIC, et ils se retrouvent par une suite de circonstances à participer à l'Eurovision pour donc défendre l'Islande, et c'est les gros losers qui débarquent à l'Eurovision en pensant qu'ils vont être nuls, et qui potentiellement vont faire une performance qui va surprendre tout le monde. Je pensais tomber sur vraiment de la comédie potache à mort, style Will Ferrell, qu'elle est tournée en dérision, l'Eurovision, tout ça. Et en fait, pas vraiment. Enfin, j'ai pas envie de dire pas du tout, mais pas vraiment. Finalement, on est plus dans une comédie romantique / film de concours musical, qui est un genre que j'aime énormément. J'adore les films sur des concours musicaux. J'aime beaucoup Pitch Perfect, par exemple, mais pas que. Et donc, en fait, on est beaucoup moins dans une comédie comme on pourrait croire, des trucs habituels de Will Ferrell, totalement absurdes, même s'il y a des trucs absurdes, et Will Ferrell peut en faire des caisses, mais il arrive à s'effacer quand il faut, pour proposer finalement un truc surtout très honnête et sincère sur l'Eurovision, et cette espèce de mélange des cultures pour promouvoir la chanson et la diversité de l'approche de la musique dans ces différents pays. Et j'étais surpris de voir des Américains, enfin en tout cas oui, Will Ferrell et Rachel McAdams sont américains, je crois, enfin Will Ferrell c'est sûr,
réussir à traiter ça un peu au sérieux, quoi. Enfin, c'est traité avec tendresse et sincérité. Et ça m'a vraiment surpris. Et donc, bah, j'ai été happé par ce délire. Je trouvais que les persos étaient bien campés, m'ont touché. Il y a des trucs qui m'ont surpris. Je trouve que le perso russe, par exemple, c'est très con, mais ce qu'ils en font est plutôt intéressant. Ce perso qui peut pas être gay officiellement, et donc qui joue l'hétéro, mais qui bah, fondamentalement n'est pas autorisé à être gay par la mère Russie. C'est débile, mais ça marche bien. Il y a une séquence centrale de chant et de danse parmi tous les candidats de l'Eurovision, donc il y a les vrais candidats, enfin il y a des vrais candidats, il y a Conchita Wurst là, qui participe, voilà, il y a des caméos pour ceux qui connaissent un peu, bah, je crois qu'il y a même le français qui participait à l'époque. Je ne connais pas son nom, voilà, j'ai encore zappé. C'est pas un concours que je regarde souvent, l'Eurovision, mais en tout cas, je trouve l'idée de base très saine et plutôt cool. Et la manière dont ils l'ont traité dans le film m'a plu. Et j'aime énormément la BO, en fait, la BO du film, la chanson de fin. J'ai vraiment été touché, et c'est là où je dois confesser que ce film a réussi à me tirer des larmes, carrément, parce que à la fin, on est sur une vraie séquence de... Bon, je spoil un peu, mais c'est pas grave. On est sur une vraie séquence où une charge, il y a vraiment une charge émotionnelle qui est libérée à ce moment-là, parce que on a suivi des personnages qui luttaient contre vents et marées pour accomplir leurs rêves, pour aller au bout de leurs rêves, et qui arrivent à y aller, et ce qu'ils proposent à ce moment-là rend fier en fait tous les gens qui n'avaient pas cru en eux à la base, et j'ai trouvé que c'était très bien fait, quoi, très très bien fait. C'est débile, mais voilà, le moment où elle se met à chanter en islandais, et que t'as un mec du bar qui dit « Oh putain, elle chante en islandais !» et que t'as tous les gens du bar, qui est la ville que t'as suivie depuis le début, qui d'un coup, tu sens qu'ils ont de la fierté en eux, parce que, bah ouais, on chante en islandais, on met en avant leur culture, et ça m'a fait plaisir de voir que c'était... en fait, la force de ce... Enfin, en fait, ce qui m'a plu, c'était qu'ils traitent ça vraiment de manière sérieuse au premier degré, malgré un peu de loufoquerie autour, et donc qu'ils s'autorisent à montrer le côté épanouissant et le côté le bonheur que peut réussir à apporter la musique, et par conséquent un concours comme l'Eurovision. Et ça m'a vraiment touché, en fait, de manière très primaire. Mais même si oui, potentiellement, on est sur une petite farce, enfin, on est sur quelque chose d'un peu... peut-être un peu léger, mais c'est ça qui m'a parlé. Après, on a vécu une année particulière, et j'ai vu ce film durant l'été, je crois, quelque chose comme ça, et bon, je pense que les films qui apportent un peu du bien, enfin qui font du bien, ont été des films qui ont agi sur moi de manière un peu plus marquée que d'habitude cette année, voilà, pour être honnête. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ce film m'a parlé, parce qu'il y avait un espèce de soulagement général, un côté très, très bah, feel good, encore une fois, qui m'a touché, donc j'ai versé une petite larme de joie, enfin d'émotion, et je trouve Rachel McAdams très très bien. Et par exemple sur cette chanson de fin, Will Ferrell ne chante quasiment pas, et je trouve que c'est bien, parce qu'il apporte pas le côté... Il laisse, quand il laisse l'émotion où il faut, et il fait pas le bouffon quand il faut pas. Et ça c'est très important dans les comédies romantiques, ou en tout cas les films qui sont un peu entre deux eaux, quand la comédie outrepasse pas son rôle et ne vient pas gâcher le côté émotion primaire et premier degré des films. Numéro 7, c'est un film qui est pas sorti en France cette année, qui va sortir sur Amazon Prime dans un mois, et que j'ai vu en faisant des choses pas très légales, mais écoutez, bon bah voilà, c'est comme ça. C'est Palm Spring qui est donc un film de time loops, donc de boucles temporelles, qui se passe durant un mariage, où on a un personnage... Je pitch rapidement, qui est dans une boucle temporelle, qui est totalement conscient de l'être. On sait pas combien de boucles il est, mais on sent qu'il a vécu ce mariage beaucoup de fois. Et bah en fait le petit twist par rapport aux autres films de boucle temporelle, c'est qu'il va être rejoint par un autre personnage à un moment, et donc bah, on se retrouve avec ces deux personnages qui doivent gérer le fait d'être ensemble dans une boucle temporelle. Je vous invite à le découvrir quand il sera sur Amazon Prime. C'est un vrai film très très bien foutu, très cool. Encore une fois, on est sur un peu les mêmes vibes que le film précédent, on est sur quelque chose d'assez feel good, d'assez ingénieux, qui surtout arrive à aller au-delà de son postulat de base, qui est de faire un film sur les boucles temporelles, qui est quelque chose d'assez éculé. On en a vu beaucoup, évidemment, Un jour sans fin, le plus connu de tous, mais il y en a plein, je les ai tous vus, les films sur les boucles temporelles. Globalement, déjà, je suis bon client par ce délire narratif. C'est quelque chose qui me parle assez, parce qu'il y a toujours quelque chose de très ludique, avec des choses que tu vois se répéter, comment les personnages arrivent à prendre avantage des situations. Mais ce qui m'a plu, c'est que c'est finalement une comédie romantique, qui est beaucoup plus intelligente qu'elle peut paraître à la base, qui a des personnages que je trouve très humains et assez bien campés, dans le sens où, bon, je trouve que le personnage principal qui est joué par, je connais plus son nom, mais c'est l'acteur de Brooklyn Nine-Nine, et la femme, c'est la mère dans How I Met Your Mother, pour vous situer les deux gens, et il y a J.K. Simmons qui joue un super rôle aussi. Voilà, je trouve que ces deux personnages
sont finalement assez réalistes. Et sont des persos qui m'ont fait rire, qui sont touchants, mais qui ont aussi leurs failles, qui ont des moments où ouais, tu peux ne pas être d'accord avec eux, ils ont leurs limites. Et c'est cette espèce de côté très humain, finalement, qui m'a beaucoup parlé. C'est un film qui est assez drôle et bien rythmé, qui avance de manière très fluide. Tu le mets, tu le passes, il finit, tu l'as pas vu passer tellement c'est rapide. Il y a en effet J.K. Simmons qui a un rôle assez sympa, un peu glauque, mais finalement très sympa, et qui a une leçon ouais, sur la vie qui m'a encore une fois parlé. Encore une fois, l'année dans laquelle on est, potentiellement, voilà, il y a un rapport particulier aux boucles temporelles. Encore une fois, je l'ai rementionné, mais c'est pas grave. Patrick Echuela m'a fait une vidéo dessus en parlant de Palm Springs et en parlant des autres films de boucles temporelles, parce que c'est vrai qu'on est sur une année où on peut avoir eu l'impression d'avoir vécu un peu une boucle temporelle, où les journées se ressemblaient beaucoup, surtout pendant le premier confinement. Donc, encore, je sais pas si la frontière entre la vie qu'on a vécue cette année et le fait d'avoir vu ce film cette année a joué. Mais c'est sûr qu'il y a un lien de cause à effet évident. Mais voilà, c'est une comédie qui m'a fait rire, que j'ai trouvé beaucoup plus intelligente que ce qu'elle ne pourrait, ce qu'elle peut paraître à la base. J'aime beaucoup la solution, enfin, je révèle rien, mais la solution du film me plaît beaucoup parce que ça va totalement à l'inverse de ce qui est fait d'habitude dans ce type de film-là. Et, et ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas cette espèce d'aspect. C'est un film qui est méta, qui est très conscient du genre dans lequel il s'inscrit, en tout cas on va dire du cadre dans lequel il s'inscrit, des films à boucle temporelle, et qui s'en amuse beaucoup de manière pas méta, mais de manière plutôt, encore une fois, un peu premier degré. Genre, en fait, on est, oui, on va dire méta, on est conscient, on a vu tous les films où il se passait ça, on est conscient du mécanisme, et on va pas reproduire les erreurs que les autres font, et à la fois, on va trouver une solution qui a jamais été pensée, mais qui serait fondamentalement la solution, la plus terre à terre. Et c'est ça qui m'a pas mal plu. Voilà, globalement, c'est un film que je recommande. Il sort bientôt, mais je le mets quand même dans la liste des films de 2020 parce que je l'ai vu quand il est sorti sur Mubi, non, sur Hulu, je crois. Voilà, donc bon, bref, je ne dirai pas quand je l'ai eu. Mais moi, un cousin qui m'a envoyé un petit Blu-ray par la poste. C'était très, très gentil à lui. En tout cas, il m'a permis de voir le 7e meilleur film de l'année 2020. 6e, c'est un film dont j'ai fait la critique sur ma chaîne. Écoutez, et oui, c'est Darkwater avec Mark Ruffalo. C'est un film qui est sorti juste avant le fameux confinement, qui est sorti au mois de janvier-février. Très bon film, voilà, je vous invite plus à voir ma critique qu'écouter ce que je vais pouvoir en dire là. L'histoire, c'est l'histoire d'un avocat d'entreprise, enfin non, un avocat d'assurance, je crois, un truc comme ça. Bref, qui va essayer qui va plonger dans une affaire sur l'eau empoisonnée par le téflon, par l'empoisonnement au téflon, qui est donc les poils, et qui va donc être le David contre Goliath, qui va se mettre toute une industrie à dos pour essayer de prouver et de faire comprendre que l'eau que toute une partie d'une région des États-Unis a bu ou boit est contaminée et a été consciemment contaminée et qu'ils n'ont rien fait pour planquer ça. C'est un film que je trouve très beau par son interprétation, Mark Ruffalo est extraordinaire, que je trouve très malin dans sa mise en scène, c'est pas ostentatoire mais il y a plein de bonnes idées comme ça, et surtout c'est un film qui est un film dossier, voilà, on est sur ces fameux films dossiers, un film qui te prend, c'est évidemment un film choc, quand tu vois ça tu te rends compte du monde très très délicat dans lequel on peut vivre et comment on est vraiment réduit à pas grand chose en tant qu'individu face à d'autres forces qui nous dépassent malheureusement. Mais surtout, comment un combat en fait peut prendre toute une vie et quand même valoir le coup à la fin. Enfin, il y a beaucoup de choses qui viennent se catapulter dans le film. Je trouve qu'ils ont été très malins de vraiment éluder le côté personnel du mec et de se concentrer sur son combat. Il y a des ellipses dans tous les sens. On va vivre quasiment 20 ans. Enfin, c'est un film qui te montre quelque chose de, ouais, une montagne à escalader quoi. Et c'est vrai que t'escalades avec le gars et c'est dur, c'est long, mais un côté salvateur, en plus d'être un film qui dénonce quelque chose d'assez grave, donc il vaut le coup d'être vu. C'est Todd Hayes qui a réalisé, je crois, Todd Hayes, hein, je dis pas de conneries, c'est marrant, on va dire Todd Hayes. Mais c'est un bon réal, et là, franchement, il a fait un film très sérieux, très bien fait, et vu qu'on n'a pas eu 25 milliards de films de ce style-là cette année, écoutez, il se démarque un peu, et il est 6e. 5e, c'est un film dont j'ai encore une fois parlé sur ma chaîne, j'ai fait une petite critique cet été, c'est le dernier film de Judd Apatow, The King of Staten Island, donc un film qui raconte l'histoire, j'ai oublié le nom du gars, mais en 2 mots, d'un loser, branleur du New Jersey, donc de Staten Island, c'est pas de New Jersey, je crois que c'est vers New York, bref, on s'en fout, qui sait pas trop quoi faire de sa vie et qui commence à peser un peu sur les épaules de sa mère, qui n'aime pas trop son futur nouveau beau-père,
Et on va suivre ce gars qui rêve de devenir tatoueur barman, enfin d'avoir un resto où on fait des tatouages en même temps, et qui va devoir trouver son chemin dans la vie. C'est une très belle chronique, c'est un film qui prend son temps, qui dure 2h20, pour te raconter quelque chose de pas facile à résumer, réellement, parce qu'on va vivoter avec ce personnage, qui est un mec qui arrive absolument pas à se situer dans la vie, quoi, et à trouver pourquoi il est doué, quelle est sa raison d'être, qu'est-ce qui le rend heureux, comment être un modèle alors que personne ne lui demande, mais qu'il a envie de bien faire, et à la fois il a l'impression que tout le monde, personne n'attend rien de lui, donc il va pas se hisser à la hauteur qu'il pourrait être. Enfin, c'est tous ces questionnements sur ce spleen qu'on peut avoir en étant trentenaire dans le siècle qu'on vit là, et que j'ai trouvé très beau, une belle chronique. J'adore les chroniques américaines. Globalement, c'est un style de cinéma que j'aime énormément, et que là, j'ai trouvé très touchant. Je trouve les acteurs extraordinaires. Il y a Marissa Tomei, qui est assez dingue. L'acteur principal, j'ai oublié son nom, c'est un humoriste, mais c'est un peu autobiographique, parce qu'il y a un rapport au deuil paternel. Le personnage a perdu son père, qui était pompier, et il va y avoir un lien avec ce rapport au pompier très fort. Et c'est vraiment... on sent qu'il y a quelque chose d'habité, en fait, dans ce film, qui m'a vraiment touché. Et il a une sœur aussi, il y a un beau-père qui est très bien joué. Enfin voilà, il y a toute une galerie de personnages. Et c'est un film qui est finalement un beau film sur le fait de faire tomber les barrières et les a priori qu'on peut avoir sur les autres, sur la vie, sur la manière dont on se pense se situer dans le monde, pour accepter les bonnes choses qui viennent à nous. Et qui nous montrent comment, si tu es ouvert aux choses, tu vas pouvoir prendre des opportunités que tu aurais peut-être rejetées à la base. Et que finalement, le repli sur soi est potentiellement la pire chose qu'on puisse faire. Donc c'est une bonne leçon pour les années qui arrivent, vu qu'on va nous demander d'être de plus en plus repliés sur nous-mêmes. Autant prendre la leçon que c'est pas si on peut éviter, ne le faisons pas trop. Voilà, c'est aussi une belle chronique de l'Amérique enfin pas post 11 septembre, mais l'Amérique qui a grandi post 11 septembre, et c'est de ça dont le film parle, et qui est assez fort, parce que on sent que c'est une génération qui a été élevée par un drame, en fait, enfin, d'une certaine manière, surtout cette partie-là, la ville de New York, tout ça, et ça transparaît dans le film, cet aspect où on sent qu'il y a eu un traumatisme originel, qui va porter chaque personnage là où ils sont à l'heure actuelle, et qu'il faut réussir à s'en remettre, à passer outre, sans jamais l'oublier pour autant. Et c'est vraiment un film que j'ai trouvé très beau. Encore une fois, il y a ma critique, si vous voulez avoir mon avis plus à chaud. Mais on est dans ces belles chroniques, un peu du style de Richard Linklater. Et là, Judd Apatow, il se délaisse la comédie pure et dure pour faire un film qui a des moments très drôles, mais qui a surtout beaucoup de tendresse et encore une fois de sincérité. Et finalement, la tendresse et la sincérité, j'ai l'impression que c'est un peu les deux choses que j'ai le plus recherchées cette année au cinéma. Quatrième, c'est le premier film français de cette liste, je crois bien, oui. C'est un film d'Emmanuel Mouret qui s'appelle Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Alors Emmanuel Mouret, je sais pas si vous connaissez, moi c'est un réalisateur que j'aime énormément, j'en parle pas souvent, parce que j'ai pas trop l'occasion de parler d'Emmanuel Mouret, mais c'est un réalisateur avec lequel j'entretiens une relation très particulière, parce que ça fait partie de ces films que j'ai découvert un peu tard le soir, tout seul, et c'est des films qui, à première vue, sont très lents, mous, fait un côté très mollasson dans les films d'Emmanuel Mouret. C'est vraiment des gens qui vont parler d'amour, de marivaudage, de relations, de désir pour l'un, pour l'autre. Donc c'est quasiment ça dans l'intégralité de ses films, hein, pour vous dire les films qu'il a fait. Il a fait Les Sons de Lucifer, il a fait Changement d'adresse, Un baiser s'il vous plaît, il a fait... il a fait Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Il a fait la Comtesse de Jonquière aussi, il y a 2 ans. Donc c'est des films que j'aime énormément, en fait, finalement, parce que il a une autorisation, il s'autorise à manier le verbe de manière très confiante, où c'est vraiment des situations, c'est des personnages qui vont discuter, s'étendre sur leurs sentiments, sur leurs histoires précédentes, et donc les choses qu'on vit, les choses qu'on fait, c'est totalement ça. C'est l'histoire d'un mec qui va rendre visite à son cousin en province, dans une belle maison, je crois que c'est vers Lourmarin, un truc comme ça, et son cousin n'est pas là, et donc il va discuter avec sa belle cousine, enfin la femme de son cousin, et il va lui raconter en fait sa dernière histoire d'amour. Donc on est en flashback, et elle va lui raconter sa rencontre avec son cousin, et ça va y avoir un espèce de jeu amoureux par l'accumulation de ces histoires et de ces conceptions sur l'amour qui va se créer.
Et on va avoir tout un espèce de, ouais, d'enfilement, de marivaudage, et de tromperie, bah, voilà, tout ce jeu d'amour, avec des comédiens qui sont très bien utilisés. Il y a Neil Schneider, qui joue le rôle principal, il y a Camélia Jordana, il y a Amélie Duquesne, il y a Vincent Macaigne, voilà, donc, et c'est un réalisateur que j'aime bien, parce qu'il fait quelque chose de très... Il y a une espèce de sensualité pudique qui se dégage de ses films, et qui, perso, me met... En fait, il y a quasiment un état de transe, enfin, quand je regarde ces films, il y a quelque chose de très étrange qui se passe. Je rentre vraiment en empathie, en emphase avec, avec les personnages, et je veux dire, les mots qui déclarent résonnent beaucoup plus fort que dans d'autres films. Il y a un espèce de poids des paroles, et les situations sont quasiment que des gens qui discutent. Il y a rien il y a aucune action, en fait, dans ce film. Mais ces discussions, elles sont écrites d'une manière telle que finalement elles m'impactent énormément, et je me retrouve à désirer les femmes que les personnages désirent, à même désirer enfin, les hommes si c'est une femme qui désire un personnage, enfin, à rentrer en empathie très très forte avec les personnages et les désirs qu'ils énoncent. Et c'est un truc qui me trouble à chaque fois. Parce que voilà, enfin, c'est des films qui sont très sobres en termes de mise en scène, voire par moments très étranges. Enfin, je veux dire, c'est souvent des plans pas fixes, mais des plans très simples. Il y a quasiment pas de champ contre champ, il y a très peu de montage. On est sur des plans très longs, mais pas avec des mouvements d'appareil compliqués. On est sur quelque chose de très théâtral presque. Les comédiens même jouent d'une manière un peu éloquente, plus éloquente que dans quelque chose de plus quotidien ou de normal au cinéma. Donc voilà, c'est toute une atmosphère qui est créée, particulier. Et je trouve que finalement, on n'en a pas tant que ça, des films comme ça, des mecs qui écrivent comme lui. Il y a un côté très romérien, en fait, vraiment, on est sur du Romer revisité un peu actuel. Ça ressemble énormément. Et bah, comme Romer, il y a cette espèce de charge érotico-pudique, je sais pas si je peux si c'est le mot, qui existe en fait, parce que ça reste des gens qui parlent que de désir pendant 2 heures. Et en fait, bah, cette charge érotique, mais par un côté très chaste, et ben elle fonctionne quand même sur moi, quoi. Et finalement, c'est presque plus fort que des films un peu plus sulfureux. Bah non, moi ça marche sur moi de la même manière, c'est-à-dire que j'éprouve le désir autant que les personnages, parce qu'ils le décrivent très très bien. Et c'est très fort. Donc c'est un film qui m'a beaucoup touché, que je trouve intéressant aussi sur le rapport à l'amour, les chances perdues. Qu'est-ce qu'est l'amour fondamentalement? Est-ce que l'amour c'est un moment? Est-ce que l'amour c'est une personne? Est-ce que c'est une circonstance, une condition? Est-ce que... Enfin voilà, c'est des réflexions sur qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un ou d'avoir du désir pour l'autre? Est-ce que les choses sont liées? Est-ce que l'amour c'est le désir? C'est une vraie réflexion globale là-dessus, pas un enchaînement de marivaudage. Et je trouve que son scénario est très bien rodé. C'est une suite de flashbacks où tu apprends toujours un peu plus sur les personnages qu'on te fait découvrir au fur et à mesure. Il y a peut-être une petite longueur, et encore, fondamentalement, j'ai été happé du début jusqu'à la fin et ça m'a énormément plu. Donc c'est pour ça qu'il est 4ème de Stop. Numéro 3, c'est un film, c'est peut-être le premier film que j'ai vu en 2020. Ouais, encore un film français, écoutez, c'est Play de Anthony Marciano, je crois, qui est réalisateur qui a fait Les Gamins, mais qui a surtout fait l'énorme purge qui était Robin des Bois avec Max Boublil. Bref, Play, c'est donc un fan footage, c'est l'histoire d'un gars sur quasiment 30 ans, filmé par un caméscope, donc on va évoluer, il filme voilà, des années 80 jusqu'aux années 2020, quasiment 40 ans en fait, qui raconte vraiment bah, comment ce mec-là a fait le film de sa vie, et avec un fil conducteur qui est qu'il est amoureux d'une fille qui est jouée par Alice Isaz, enfin ils sont joués par plusieurs comédiens. Le comédien principal est donc Max Boublil quand il est adulte, mais globalement ils ont trois têtes différentes, 3 âges différents. C'est marrant parce qu'Alice Isaz elle en a que 2, tu vois, elle joue enfant et ado, elle peut jouer ado et adulte, alors que Max Boublil lui il prend le pas que quand il est adulte, c'est marrant. Mais voilà, j'ai trouvé que le concept était très bien fait, et en fait c'est vraiment un très bon film nostalgique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est pas de la nostalgie de citation, c'est de la nostalgie vraiment de réussir à retranscrire bah, une époque vécue, quoi, et moi enfin, voilà, si vous connaissez un peu ma perception du cinéma, c'est des choses qui me touchent énormément, les réalisateurs qui arrivent à non pas nous faire des films qui sont pour des films nostalgiques, mais des films nostalgiques pour vraiment nous ramener, nous plonger dans cette époque sans vraiment faire voilà, du fan service de la nostalgie, je sais pas si ça se dit, mais et pourtant voilà, j'aime bien les trucs comme Stranger Things et tout ça, mais dans ces œuvres-là, j'y vois plus quelque chose de l'ordre du fan service, ou en tout cas de la volonté de te plonger dans un fantasme nostalgique, alors que Play, à l'instar d'autres films comme Everybody Wants Some,
ou d'autres films comme ça, sont vraiment des films, ou même Retour vers le futur, je l'ai revu récemment, ça m'a fait penser à ça, sont des films qui finalement sont là plus pour te plonger dans une nostalgie ambiante et chaleureuse, pour te mettre à la place de ce que le réal un peu a vécu. Même si Retour vers le futur, Zemeckis, il a pas vécu les années 50, mais voilà. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très bien fait sur Play, le dispositif est vraiment bien foutu, il y a des très bonnes vannes, c'est bien joué, je trouve que le gros défaut, c'est finalement Max Boublil, que je trouve pas très bon, et qui, pour le coup, pêche un peu en termes d'émotion. Mais voilà, c'est un film osé, hein, de réussir à tenir ce pari, de faire ce type de film-là, de réussir à être cohérent, à faire évoluer la technologie en même temps, de justifier le fan footage tout le long. C'est pas évident, et je trouve qu'il s'en tire mais vraiment à merveille. C'est malin, on sent que c'est un film que le réal a pris vraiment au sérieux, et peut-être c'est quasiment le film d'une vie, quoi. Enfin, tu vois, le gars, tu sens qu'il a rêvé, tu sens qu'il y a un côté où le mec il a toujours rêvé de réussir à pouvoir faire ce film là, quoi. Et c'est sûr que moi qui suis un tout petit peu plus jeune que la génération qui dépeigne, mais qui voit totalement toutes les choses dont il parle, voilà, enfin l'arrivée de la première PlayStation, l'effet de la musique où tout le monde chante Wonderwall, enfin tout ce film, j'ai l'impression d'avoir des phases que j'ai vécues moi, mais sans que ce soit comme je vous dis, une accumulation de détails en mode hey, regardez, je mange 7 boîtes de céréales ou genre de truc. Non, tout est fait de manière un peu plus subtile, peut-être, si c'est le mot, pour réussir à vraiment, finalement, retranscrire beaucoup mieux la vie de cette époque-là, plutôt que d'une accumulation de détails insipides. Mais finalement, ce qui en ressort, ça reste une accumulation de détails aussi. Donc j'ai trouvé ça très bien fait. Il y a Alain Chabat qui est très touchant. C'est un film finalement assez touchant, même sur la paternité, sur, encore une fois, l'amour et les aléas de la vie. Qui m'a agréablement surpris, parce que vraiment je m'attendais pas à ce que Anthony Marciano soit capable de sortir quelque chose d'aussi, on revient, c'est le maître mot de cette année 2020 au cinéma, mais d'aussi sincère, et bien fait, quoi, intelligemment fait, où il justifie toutes les situations, et ça fonctionne. Voilà, enfin, pour le coup, les personnes font un voyage à Barcelone, j'ai fait exactement le même, au même âge, donc ça me parle, quoi, c'est des choses, je me suis senti... ouais, c'est le film d'une vie, et ça a pas été loin d'être ma vie, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai été extrêmement concerné et donc impacté par ce film, Play, qui est donc sur le podium de l'année 2020. Numéro 2, écoutez, numéro 2, on est sur un documentaire, on est sur un film dont j'ai parlé sur ma chaîne, je vous invite à aller voir ma critique. C'est Un pays qui se tient sage, qui est donc un film que je considère être un film citoyen, un documentaire pour essayer de poser une réflexion assez poussée sur les violences policières et la violence d'État. Là, c'est principalement durant le mouvement des Gilets jaunes, mais donc voilà, sur les violences policières en France depuis 2-3 ans. C'est un film que je trouve très fort. J'aime énormément le dispositif utilisé, qui est donc de faire dialoguer des gens, de ne pas leur donner de titre ni de nom, et de juste laisser primer l'argumentation avant de donner dans notre esprit une quelconque étiquette à ces personnes-là pour pouvoir tout de suite les mettre dans des cases et donc accorder plus de crédit à l'un qu'à l'autre, même si rapidement, hein, on devine qui sont les policiers, qui sont les gens un peu plus sociologues, qui sont les gens un peu plus qui n'ont pas grand-chose enfin, qui sont pas forcément des universitaires, mais qui ont un discours de vécu, les militants par exemple, ou les gilets jaunes, ce genre de trucs, on comprend rapidement. Mais je trouve que cette démarche-là est est très efficace pour moi, en fait, quelqu'un qui me privilégie toujours le fond plutôt que la forme. Voilà, c'est un film qui évidemment utilise les images qui ont été récoltées ces dernières années, filmées par tous durant ces manifestations, donc des images qui sont très dures. Il y a vraiment des images très très dures, mais c'est des images qui sont importantes d'être vues pour se rendre compte de ce que l'État français peut faire en ce moment dans le maintien de l'ordre. Hein. Voilà, je trouve que les réflexions qui en sortent sont très 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 intéressantes. Il y a des choses très denses, je veux dire, sur cette notion de démocratie, cette notion de la police, le rapport entre la République et la police, l'ordre, le pouvoir, qu'est-ce que tout ça implique et comment ça se matérialise au quotidien. Et la répression durant les manifestations, c'est une représentation de ça. Je vais pas paraphraser tout ce qui est dit dans ce documentaire, mais c'est des choses assez denses qui vraiment m'ont élevé sur ma compréhension de la logique républicaine et même de la logique de la démocratie en général et sur notre pays. Je trouve que c'est un film... Alors oui, c'est un film clairement de gauche, je pense, même si le film n'est pas un film partisan ou un film qui s'associe à un parti, ou c'est plus un rapport quasi humaniste en fait. Mais oui, les policiers et les forces de l'ordre sont décriés fortement dans le film.
mais avec une certaine nuance. Alors, potentiellement, vu que ça embrasse totalement mes sensibilités politiques, j'ai trouvé ça très bien. J'imagine que le film est peut-être pas assez neutre pour faire pas pencher la balance de gens qui seraient plutôt des pro-force de l'ordre ou des faux pro-répression policière pour se rendre compte qu'il y a potentiellement un problème. Mais j'ai quand même l'impression que les réflexions sont assez saines et apaisées pour réussir à quand même faire réagir un peu tout le monde. Et après, je trouve que les images montrées parlent aussi un peu d'elles-mêmes. Enfin, l'image des gamins agenouillés, les bras dans le dos, avec une classe qui se tient sage, dont le titre du film fait écho. Pour moi, à un moment, quand tu vois ça et la manière dont ils le décortiquent, c'est indéniable. Je veux dire, oui, enfin, il n'y a même plus un rapport de partisan ou quoi que ce soit. Il y a on voit qu'il y a une dérive qui est évidente et à laquelle il faut absolument réfléchir et essayer de trouver un remède, quoi. Parce que la dérive, enfin, elle s'accentue et elle devient écœurante, quoi. Enfin, c'est vraiment écœurant. Voilà, c'est là où je dis que c'est un film citoyen qui nous invite plus à la réflexion que je trouve c'est pas là pour stigmatiser ou pointer du doigt pleinement les choses, c'est plus pour essayer de poser une situation, de la comprendre, et c'est vrai que c'est plus citoyen que militant, mais bon, la barrière, c'est moi qui l'ai créée, hein, je comprends. Enfin, j'ai eu le débat à Noël avec un ami qui lui a trouvé ça nul, parce que justement, il trouvait que c'était, par exemple, il me disait, si je montre ce film à mes parents, ça les convaincra de rien du tout, parce qu'ils vont trouver, ils vont souffler du nez tout le film, en disant, ah, il est orienté dans le film. Donc, je peux comprendre, l'argument se tient, mais moi j'ai trouvé ça très fort, je l'ai revu 2 fois, et je trouve que c'est un film qu'il faut voir, il faut aller pousser les gens à le découvrir, parce que cette question-là, elle est importante pour notre liberté, notre sécurité, notre bien-être, on est souvent on est souvent dans l'extra ball, enfin dans l'hyperbole, en disant État totalitaire, on se totalitariste en France, ça devient un régime totalitaire, voilà. Je veux dire, les formules toutes faites qui veulent rien dire. Là, on pose vraiment une situation et on se rend compte des dérives, des vraies dérives. Et les dérives, c'est pas un mot qui veut rien dire, c'est vraiment, on est parti d'une situation qui était, on va dire, acceptable, et on a dérivé vers quelque chose d'inacceptable. Et je pense qu'à l'heure actuelle, la manière dont le gouvernement a géré ça date, hein, les violences policières, c'est pas Macron, c'est même sous Hollande, durant Nuit debout, tout ça, enfin la loi travail. La manière dont le maintien de l'ordre est géré depuis quelques années, parce qu'il y a eu des nouvelles politiques et des nouvelles, même quasiment des nouvelles stratégies en fait de maintien de l'ordre, sont des dérives totalitaires. Enfin, pas des dérives, sont en fait des méthodes qui dérivent de quelque chose d'acceptable et qui deviennent franchement problématiques et un peu inhumaines. Voilà, je pense. C'était mon petit moment politique de stop. Écoutez, c'est dit, mais en tout cas, c'est un film que j'ai trouvé très fort, très bien fait, et qui, encore une fois, nous renvoie à un rapport à l'image très particulier. C'est marrant, ça fait un peu écho appelé dans ce rapport à l'image, parce que il y en a un, c'est des vraies images d'amateurs, et l'autre, c'est un film qui s'amuse à créer des images d'amateurs. Donc peut-être que c'est aussi un truc de l'époque de réussir à manipuler et à nous condenser ces images dont on est abreuvé de tant d'images à l'heure actuelle filmées par tout le monde, que de réussir à les synthétiser dans une œuvre, c'est quelque chose qui me parle aussi. Et le numéro 1, écoutez, je vais pas être très original, je crois que d'autres youtubeurs ciné l'ont mis en numéro 1 de leur top aussi. Je crois qu'Anna Génocide aurait pu me mettre sur une miniature si j'avais sorti cette vidéo à temps. C'est Drunk, écoutez, de Thomas Winterberg avec Mike Mikkelsen. Drunk, bah oui, parce que tout simplement, ça a été le film qui m'a fait m'évader durant cette année, le temps d'une séance de cinéma. C'est un film qui m'a... Dès la première séance, en fait, là, je pense que le cadre... Enfin, l'année 2020, le confinement et tout ça a joué sur la perception de ce film. Mais clairement, la première séquence où tu vois des gamins se bourrer la gueule dans un train, faire des câlins au contrôleur et tout, je l'ai vu en septembre, en octobre, le film, juste avant la fermeture des cinémas. Et cette séquence, elle te laisse pas elle te laisse pas insensible à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que tu vois vraiment une extrapolation de ce qu'on est en train de perdre, en fait, de ce qu'on n'a pas eu depuis plusieurs mois, là. Et donc ça a été un choc vraiment débile, quoi. J'étais là de dire, putain, mais c'est vrai qu'en fait c'était ça la vie. Et je commençais à l'oublier que ça pouvait être ça, quoi. Ça pouvait être la fête, les câlins, les contacts humains, on s'en fout, on se pose même pas la question de quoi que ce soit. Et ça m'a fait bizarre, quoi. Ça m'a fait un choc. Après, je trouve que le film est très sympa dans son concept. Donc le concept, c'est des profs qui décident de faire une étude sur l'alcoolisme. Est-ce que ça
permet de se sentir plus épanoui au quotidien ou pas, donc ils vont se mesurer l'alcool et se bourrer la gueule au fur et à mesure, et on va suivre 4 personnes qui vont gérer ça différemment. C'est un film qui me plaît parce qu'on est pas dans la chronique, parce que pour le coup, on a des parcours très marqués de personnages, mais plus dans le côté jubilatoire, et il y a des séquences extrêmement joviales, où l'alcool est un vrai exutoire, la fête, le fait de se lâcher. À la fois, l'alcool est aussi provoque des choses négatives, des choses positives. C'est un film qui est assez mesuré sur son traitement de l'alcool. Je trouve que c'est une vraie ode à la... En fait, finalement, ce qui en ressort de ce film, au-delà du côté... c'est qu'en fait, faut réapprendre à se lâcher et à vivre, globalement, alcool ou pas, mais on peut avoir tendance à... Surtout, voilà, c'est un film sur la crise de la quarantaine, mais on peut avoir tendance à s'oublier un peu et à oublier, en fait, que les rapports humains, que la simplicité de la vie et que l'audace sont des choses qui se travaillent au quotidien, quoi. Et que tu peux te refermer sur toi-même, encore une fois, on est un peu sur le même discours que sur Staten Island, The King of Staten Island, ce que l'important, c'est d'être ouvert et de savoir saisir les opportunités, de savoir se rendre compte des choses qu'on aime, des choses qui nous déplaisent, de changer les choses qui nous déplaisent, de profiter des choses qu'on aime. Et là, c'est l'alcool qui va mettre ça en exergue, même si l'alcool est quand même montré de manière négative à certains moments, mais il n'y a pas de côté très radical, en fait. C'est ça qui me plaît dans ce film, c'est que c'est un film assez mesuré sur l'ensemble du spectre, qui va te montrer vraiment différentes situations, différents états d'esprit, et que les excès sont forcément punis et même dangereux, mais que voilà, c'est quelque chose qui... L'important, c'est de réussir à s'ouvrir socialement, quoi, et de prendre confiance en soi. C'est ce que le film montre, il y a vraiment des bonnes séquences, hein. Je trouve que la séquence où le prof fait un espèce de test à ses élèves, ça fonctionne vraiment bien. Et évidemment, il y a cette séquence de fin. Cette séquence de fin, moi, ça reste la scène la plus marquante de 2020 pour moi. Je sais que Clapman a dit pareil. Et, bah oui, mais voilà, enfin, je veux dire, cette espèce de moment d'explosion, ouais, de vie, quoi, bah, ça m'a marqué. Et je pense que c'est pas anodin, encore une fois, à l'époque, au moment auquel j'ai vu ce film. Mais cette musique, cette danse, cette liesse, après des événements dramatiques, il y avait vraiment un aspect résurrection et ode à la vie, ode au plaisir. Et ça m'a vraiment fait sortir du cinéma avec la banane, une vraie banane importante dans cette année un peu morose. Donc c'est pas rien, quoi. Alors je sais pas ce que... J'ai pas regardé la vidéo d'Anna Génocide qui défonce le film, mais en tout cas, je peux y voir les défauts, hein. Je vois, c'est un film qui est assez balisé scénaristiquement parlant, encore une fois, qui, une fois que tu vois où il veut venir, bon, les choses sont peut-être un peu forcées. Il y a aussi un côté très, finalement, les personnages sont un peu détestables, d'une certaine manière, quasiment tous. C'est tous un peu des minables, qui arrivent même pas à sauver leurs amis, genre de trucs, qui s'intéressent pas vraiment aux autres d'une certaine manière. Mais il y a aussi, si tu te laisses happer par le parcours du personnage principal et que tu vis son émancipation et sa renaissance, et ben je trouve ça très très positif, quoi. Voilà. Donc écoutez, c'était mon top 10 de l'année 2020. Je me suis vraiment forcé à mettre que 10 films. Il y avait évidemment d'autres films qui étaient pas loin. Ça a été une année quasi sans blockbuster. Le seul gros, je crois que c'est Sonic, Tenet et peut-être Bad Boys 3 ou un truc comme ça. Donc bon, les trois ne méritaient pas d'être dans ce top 10, clairement. Bon, bah évidemment, on attend de savoir quand est-ce que le cinéma réouvre, en espérant que le top 2021 ne soit pas que des films en VOD, ce qui serait évidemment très, très dommage. J'ai raté quelques films, hein. J'ai pas vu le film Netflix aussi avec Adam Sandler, là, Uncut Gem, j'ai pas vu. Voilà, il y avait des bonnes surprises, hein. Tyler Rex, c'était cool. Pas mal de petits films comme ça qui m'ont plu, hein. Gentleman de Guy Ritchie, c'était cool aussi. Madré de Sorogoyen, j'ai bien aimé, même si bon, j'ai pas été totalement en adéquation avec tout, mais la proposition de mise en scène était assez dingo. Et il y a des films français qui m'ont plu, mais je vais faire une vidéo exprès sur le cinéma français de cette année. En tout cas, eh ben, écoutez, voilà, vous avez mon top 10, donc il y aura... On va voir s'il y a un flop 10, mais j'avais envie de vous proposer ce petit top 10. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile et bonne année.